Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de la communauté des entreprises à mission sur l'engagement des collaborateurs, quelle place dans la société à mission, que va présenter Laurence Grandcola, fondatrice Maï Sésame et administratrice de la communauté. À toi Laurence. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors, on a la chance d'avoir un magnifique panel pour cette thématique sur l'engagement des collaborateurs. Donc, on est aujourd'hui autour de cette table pour pouvoir évoquer le rôle des collaborateurs aussi bien dans le cheminement pour devenir société à mission que dans la mise en œuvre et dans la mise en pratique et de savoir à la fois au travers de deux témoignages d'entreprises qui ont des tailles, qui sont dans des secteurs assez différents, comment elles ont fait. Donc, on est vraiment sur un webinaire qu'on veut très pratique. Et puis, on va avoir un point de vue un peu plus transverse avec Frédéric que je vais présenter dans un instant. Avant que je vous présente nos intervenants, je voulais vous préciser, donc on va garder un grand temps puisque c'est un webinaire qui se veut pratique et dans l'échange, on va garder un grand temps pour les questions. Donc, il y a 30 minutes de questions dans la seconde partie du webinaire et à 9h30, vous serez libérés pour commencer votre vraie journée. Et du coup, pour ces 30 minutes de questions, je vous invite à poser un maximum de questions au fil de l'eau dans le chat et on se fera un plaisir avec Anatolie de pouvoir les poser aux intervenants à la fin de la première partie et de leurs interventions. On a du coup avec nous ce matin Frédéric. Donc Frédéric qui vient avec la casquette de la CFDT. Donc la CFDT qui est la première organisation syndicale française qui compte plus de 600 000 adhérents et adhérentes avec une quasi-parité et qui est de longue date engagée sur les sujets de transition écologique et de justice sociale et qui a notamment fait plusieurs propositions qui ont été retenues dans le rapport Notar-Sela. Frédéric, elle est responsable RSE et gouvernance à la CFDT et elle anime notamment un réseau d'administrateurs et elle représente la CFDT au Forum citoyen pour la RSE et à l'ORS. Voilà, et elle est également, depuis janvier 2020, présidente de la plateforme RSE. Donc, merci Frédéric, en tout cas, d'être avec nous ce matin. On a aussi le plaisir d'avoir Valérie. Valérie, donc, qui représente une des deux entreprises qui va venir nous apporter son témoignage pratico-pratique, donc, qui est le groupe Botanique, qui est société à mission depuis le 15 mars 2021. Bienvenue dans la communauté. C'est une entreprise familiale. C'est 3 familles d'horticulteurs qui ont créé Botanique en 95 avec un cœur de métier autour de la jardinerie naturelle. Aujourd'hui, c'est 70 jardineries naturelles, c'est aussi des animaleries, les serres du Dauphiné. Et puis, il y a un groupe qui compte aujourd'hui 2400 collaborateurs en moyenne. Donc, c'est intéressant, effectivement, de voir l'engagement qu'ont eu ces collaborateurs dans ce cheminement de la société à mission. La mission étant, ensemble, retrouver le chemin de la nature. Et Valérie est DRH du groupe. Elle a 22 ans d'ancienneté dans le groupe, donc elle le connaît bien. Elle a une autre casquette, Valérie, puisqu'elle est aussi naturopathe. Diplômée. Et depuis 9 ans, elle travaille sur une politique de bien-être visant l'efficacité au travail autour de 3 axes qui sont des relations positives et constructives au travail, un environnement de travail de qualité et la prévention de la santé mentale et physique pour ses collaborateurs. Voilà pour Valérie. Et puis notre dernier intervenant, c'est Julien, c'est l'homme de la table ronde. Voilà. Mais ce n'est pas que l'homme de la table ronde, c'est important de le dire. Et donc Julien, il représente le School Lab. Le School Lab, donc il a cofondé et dont le parti pris est de dire que les qualités entrepreneuriales et collaboratrices des individus sont vraiment les qualités principales pour faire bouger les lignes vers une société plus responsable. Et donc, le School Lab, c'est un lieu et des programmes qui développent l'innovation, notamment pour les étudiants, les startups, les grands groupes, et qui mobilisent ces qualités dans une approche de learning by doing, avec tout un tas de programmes que Julien pourra vous expliquer. Et donc, Julien n'a pas fait que cofonder le School Lab, il a aussi participé au lancement d'Amazon en France. Et puis après plusieurs aventures entrepreneuriales dans le monde de la culture et de l'éducation qui sont évidemment des piliers dans le monde du School Lab, il a cofondé School Lab avec Jean-Claude Charlet et Olivier Cotinat en 2014. On a le plaisir de vous accueillir tous les trois. Merci beaucoup. Et on va rentrer du coup dans le vif du sujet. Alors, juste pour refaire un petit mot que je n'ai pas dit, mais on est évidemment là au titre de la communauté des entreprises à mission. Et la communauté des entreprises à mission, qui est une association qui vise à promouvoir ce modèle d'entreprise, qui est la société à mission, et de partager des bonnes pratiques, de faire progresser à la fois notre connaissance du sujet, mais aussi de pouvoir
partagé entre pairs, être alimenté par des regards d'experts, de chercheurs. Donc, c'est vraiment un lieu pour vous. Hein, pour ceux qui ne sont pas encore membres de la SEM, je vous invite en tant qu'administratrice à la rejoindre. Voilà, donc on va essayer de rendre ce webinaire le plus collaboratif possible et le plus accessible. Donc, le sujet, c'est bien l'engagement des collaborateurs. C'est un sujet clé. Ce sont des forces vives de l'entreprise. Et justement, j'avais envie de commencer avec une première question pour Frédéric. On sait aujourd'hui qu'il y a 30% à peu près des entreprises qui n'engagent pas leurs collaborateurs dans la démarche pour devenir société à mission. Et j'aimerais savoir, Frédéric, en quoi pour vous, donc il y avait cette vue de tant d'entreprises, 600 000 entreprises adhérentes, pourquoi pour vous ça représente un risque ou une opportunité manquée? Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Je crois que la réponse est déjà un petit peu suggérée dans la question. C'est un risque, c'est une opportunité manquée, c'est un peu les deux, quoi. Devenir société à mission, c'est un projet d'entreprise. Du coup, c'est absolument indispensable d'associer les salariés. Ça ne peut pas simplement reposer sur la conviction d'une équipe de direction aussi visionnaire, aussi engagée soit-elle. Il y a cette implication au plus haut niveau qui est indispensable, mais qui n'est pas suffisante, en tout cas pas longtemps, pas sur le long terme. L'entreprise, c'est un collectif de travail, c'est une dynamique, c'est un projet en fait qui se déploie dans un écosystème avec un certain nombre de parties prenantes. Et à la CFDT, on est convaincu que les salariés ne sont pas une simple partie prenante de l'entreprise, mais en sont une partie constituante. Tout comme les actionnaires qui apportent leur capital, les collaborateurs, eux, avec leur travail, sont à l'origine de la valeur créée. Du coup, pas les associer, ça semble un peu un mauvais pari. Je vois trois raisons. D'abord, c'est en fait ne pas se donner les moyens de mettre en œuvre la mission. Dans une entreprise à mission, les salariés sont des acteurs de la mission. Ils peuvent même exercer un rôle de vigie à leur échelle. Donc, ouais, le fait qu'ils soient au quotidien dans l'activité de l'entreprise, ça permet de veiller à ce que la mission soit bien mise en œuvre. La deuxième raison, c'est que ce n'est pas un bon calcul. La RSE est parfois décriée pour un certain manque de sincérité. Il y a des soupçons en fait, d'être une façon pour l'entreprise, d'être une façon d'auto-proclamer sa vertu. Et du coup, ne pas associer les salariés, ça peut nourrir l'idée d'un certain manque de transparence, un certain manque d'ouverture. Je ne suis pas sûre que ce soit dans son intérêt. Et puis, le troisième écueil, c'est que, en fait, je ne pense pas que ce soit l'esprit de la loi, ni d'ailleurs des travaux qui l'ont inspiré. Je pense aux travaux des mines, au rapport Nota-Sénar que vous avez évoqué. Alors, la loi ne dit pas précisément que les salariés doivent être associés à l'élaboration, au suivi de la mission, mais il y a quand même cette idée que la mission, parce qu'elle donne un cap, des objectifs, elle embarque le collectif de travail. Alors, certes, ce n'est pas les collaborateurs qui ont l'exclusivité du déploiement ou du suivi de la mission, mais ils ne peuvent pas en être écartés. Très bien. Et du coup, est-ce que, Frédéric, dans voilà, ce que vous avez comme point de vue un peu sur la manière dont les entreprises, je rappelle qu'il y a à peu près, et Nathalie, corrige-moi si je me trompe, mais 200 aujourd'hui, à peu près 200 sociétés qui sont devenues sociétés à mission depuis le décret. On ne t'entend pas, Nathalie. 186, pardon, aujourd'hui. Oui, mais moi, j'arrondis, tu vois. Donc, voilà, 186 précisément aujourd'hui. Est-ce que, et puis parmi celles qui sont en chemin, il y a vous voyez, Frédéric, des bonnes manières pour les engager, des bonnes pratiques déjà qui se dégagent, sachant que je le dis pour les intervenants que sont Valérie et Julien, il y a une question sur le comité de mission aussi. Ce sera intéressant de savoir comment vous avez fait dans quelques minutes. C'est vrai que c'est un vrai enjeu, que la loi donne des pistes, mais il y a beaucoup de choses qui sont à créer. Et il y a de nombreuses sociétés, comme vous l'avez dit, qui ont formalisé une raison d'être ou défini une mission, mais la majorité, enfin, je ne sais pas exactement les chiffres, mais beaucoup n'ont pas pleinement associé les travailleurs ou leurs représentants. Moi, ce que je voulais rappeler, c'est que l'entreprise ne fonctionne que parce qu'il y a des salariés. Donc, c'est absolument nécessaire, comme on l'a vu, de les associer. Et on voit deux leviers. Le premier, c'est le levier des IRP, des institutions représentatives du personnel. La mission ou même la raison d'être, elles ont toutes leur place
à l'ordre du jour des comités sociaux et économiques, le fameux CSE. Le CSE, il a pour mission d'assurer l'expression collective des salariés. Donc, il a complètement vocation à exprimer le point de vue des salariés sur la raison d'être ou la mission. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait être davantage mis à l'ordre du jour des échanges en CSE. Après, ça peut se décliner à différents niveaux quand l'entreprise a une taille européenne ou internationale. Par exemple, quand il existe un comité d'entreprise européen, il doit être consulté si une société adopte une raison d'être ou une mission qui va s'appliquer dans ses établissements en France et en Europe. Et idem pour le comité de groupe, c'est-à-dire qu'il a le droit d'être informé sur l'adoption d'une mission par une des sociétés du groupe si ça a un retentissement pour les salariés à l'échelle du groupe. Donc ça, c'est le premier levier, le levier du dialogue social, en fait. En faire davantage un sujet de dialogue social. C'est d'ailleurs une idée qu'on porte à la CFDT. On a fait un argumentaire sur ce sujet-là, plutôt sur la raison d'être, mais c'est la même logique qui s'applique. Un argumentaire que vous pourrez retrouver en ligne qui s'appelle la raison d'être est un objet de dialogue social pour essayer d'argumenter, de lever en fait des idées reçues comme quoi ça n'appartient pas au dialogue social, ce sujet-là. On va essayer de vous le mettre dans le chat du coup. Super. Le deuxième levier que je voulais évoquer, c'est celui de la gouvernance. Là, on parle des entreprises qui ont mis en place un conseil d'administration, donc les entreprises d'une certaine taille, le plus souvent, à partir de 1000 salariés. Le conseil d'administration, il est stratégique. C'est d'ailleurs lui qui définit la stratégie. Il arrive qu'il soit consulté qu'en fin de processus sur les propositions de la direction, alors qu'en fait, les administrateurs qui sont membres du conseil ont vocation à être complètement impliqués dans l'élaboration à la fois de la raison d'être et puis de la définition de la mission. Ils peuvent être, le conseil d'administration, ça peut être aussi un lieu où on se questionne sur la méthode, sur les contours de cette mission, demander à ce que le processus soit le plus collaboratif possible pour qu'après, il puisse faire l'objet d'une appropriation sur le terrain. Il y a pas mal de pistes. En tout cas, à la CFDT, on porte l'idée que c'est absolument nécessaire que les salariés connaissent la mission, s'y reconnaissent pour en être les acteurs. Et donc, il y a encore pas mal de chemin à parcourir, mais on a quelques pistes et notre travail est d'accompagner des militants qui ont envie de s'emparer de ces sujets. Merci Frédéric. Et puis donc sur ces parties constituantes, effectivement, avec un point de vigilance, c'est ce qu'on va explorer avec Valérie et Julien. D'abord, effectivement, des salariés engagés dans la partie cheminement et définition de cette raison d'être, mais de ne pas les oublier dans la partie mise en œuvre pour ne pas non plus créer un décalage. Donc il y a ce double enjeu avec assez peu de recul sur la mise en œuvre puisqu'on est tous collectivement des jeunes sociétés à mission. Je ne sais pas si on est tous jeunes, mais en tout cas, on est tous des jeunes sociétés à mission. Donc, moi, j'aimerais entendre maintenant Valérie et Julien pour qu'ils nous racontent, eux, très concrètement, le rôle qu'ont eu leurs collaborateurs dans le cheminement et comment ils ont été appliqués. Et peut-être qu'on peut commencer, Valérie, du coup, par botanique et que vous nous racontiez ce que vous avez mis en place pour engager vos collaborateurs dans le cheminement pour devenir société à mission. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci aussi de m'avoir invité à ce webinaire. Alors, chez Botanique, en fait, on a une culture du collectif depuis toujours. Donc, ça nous est paru vraiment très important de faire participer un échantillon des collaborateurs pour écrire la raison d'être, pour faire émerger cette incarnation du groupe Botanique. Donc, tout naturellement, on a travaillé avec d'abord un consultant neutre. C'était important pour nous qu'il puisse avoir ce regard neutre et je dirais en dehors du groupe qui a fait travailler donc toutes les parties prenantes de l'entreprise, à savoir un échantillon de collaborateurs, des fournisseurs, des actionnaires et des partenaires associatifs, parce que nous travaillons beaucoup avec des associations en tant que jardinerie naturelle. On a depuis longtemps travaillé avec des associations, des ONG pour trouver des solutions alternatives aux pesticides et produits chimiques. Donc, ça s'est déroulé tout simplement au travers d'ateliers animés par ce consultant
Vous disiez, Valérie, une soixantaine de collaborateurs, c'est ça qui ont été Voilà, recrutés? oui, tout à fait. Une soixantaine de collaborateurs, une dizaine de fournisseurs, bon, l'actionnariat familial, donc une partie des actionnaires, et des partenaires associatifs. Donc, en fait, des ateliers qui sont déroulés sur une journée avec un mélange à chaque fois de participants qui venaient de tous horizons. L'objectif précis était de faire émerger l'incarnation de l'entreprise pour écrire sa raison d'être. En fait, c'est grâce à ces ateliers qu'on a pu écrire la raison d'être de l'entreprise. Et comment vous avez choisi ces 60? Parce que sur 2400 salariés, comment on choisit les 60 qui vont, les happy few, qui vont faire partie de la démarche? Nous avons choisi avec les directeurs de région, on est découpé en régions, qui connaissent bien les équipes sur le terrain, avec un cadre assez précis. Bon, il nous fallait des personnes qui avaient une certaine ancienneté dans l'entreprise, mais pas que. On a pris un ou deux nouveaux de mémoire. La parité homme-femme, la représentation des métiers, voilà. Donc, en fait, ce sont ces managers qui nous ont proposé des noms. On leur a demandé à ces collaborateurs, collaboratrices, s'ils étaient d'accord pour participer à l'écriture de la raison d'être. Tout le monde a levé le doigt. Il n'y a pas eu aucun nom. En tout cas, c'était une belle aventure. Et aujourd'hui, on peut se servir de ces participants, de ces collaborateurs, pour poursuivre l'aventure parce que ce sont de vrais alliés. Ce sont des ambassadeurs. Et du coup, effectivement, c'est ce que vous me disiez quand on s'est vu un petit peu avant, c'est que cette matière a servi après au comité de direction pour vraiment écrire à la fois la raison d'être et les engagements associés, et que ça a été très vite finalement parce que les salariés avaient fait le gros du travail. Voilà, c'est important, c'est de prendre le temps. Alors, on pense perdre du temps en constituant cette méthodologie, en fait, mais en fait, on en gagne du temps. Donc, il faut prendre un soin tout particulier en amont pour discuter, réfléchir, analyser, etc. Ça nous permet de gagner du temps par la suite. Et du coup, il y a une question dans le chat qui a été une question pour vous, Valérie, je crois, de la place laissée au volontariat. Est-ce que vous auriez fait différemment? Est-ce que voilà, cette place du volontariat? Moi, j'ai longuement hésité parce que bon, j'étais un peu chef d'orchestre de cette aventure. Mais bon, on a été aussi pris par le temps quand même, parce qu'il fallait absolument que notre raison d'être soit écrite pour janvier. C'est-à-dire on avait 4 mois. Et 4 mois, c'est long et c'est très court aussi. Donc, en fait, je me suis rapprochée des managers et je leur ai donné le cadre et j'aurais demandé de trouver des personnes qui prennent la parole, qui soient constructifs. Et donc, je suis passée par cette voie-là. Mais effectivement, le volontariat, c'est une bonne solution aussi. Oui, vous me disiez que ça aurait pu être, ça aurait pu être aussi une émulation. Effectivement. Peut-être, Julien, on va pouvoir t'entendre sur la démarche que toi, tu as initiée au School Lab. Alors, vous êtes beaucoup moins nombreux, hein, vous êtes une soixantaine de mémoire, mais du coup, c'est intéressant aussi en tant que PME que tu nous racontes, du coup, toi, comment vous avez fait. Rapidement, nous, on est une soixantaine au total, donc c'était plus simple d'avoir une participation assez large des salariés. En fait, la démarche, elle s'est faite avec le souhait d'essayer d'abord de comprendre ce qu'on pouvait améliorer, nous, dans notre démarche d'impact positif. En fait, on s'est interrogé collectivement dans l'entreprise sur ce qui pouvait avoir fonctionné ou moins bien fonctionné dans ce qu'on souhaitait faire sur l'impact positif. C'est une démarche qui était en fait presque indépendante de celle de l'entreprise à mission. On s'est dit collectivement, on a envie de faire le bilan de tout ça et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'avait pas marché dans nos démarches d'impact positif. Donc, on a lancé une démarche collective avec une petite équipe d'abord qui s'est emparée du sujet. Donc, c'était 4 personnes qui étaient impliquées dans le sujet. On l'a dénommé, on l'a marketé, ça s'appelait School Lab Tomorrow. Donc, penser le School Lab de demain vers l'impact positif en ayant donc déjà une démarche d'observation de ce qui avait été fait, de ce qui pouvait être amélioré.
Ça a démarré comme ça. Et l'équipe donc a interviewé beaucoup de salariés dans l'entreprise pour prendre le pouls en fait des initiatives qui a été menées en termes d'impact positif. On s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été faites, mais il y avait aussi une certaine absence de concentration des efforts et donc la nécessité de concentrer les ressources et les combats. Et donc, finalement, la démarche qui a été initiée par cette petite équipe s'est vite transformée en le choix d'un certain nombre de combats qu'on souhaitait mener pour School Lab en termes d'impact positif. Et donc, la démarche, en fait, s'est transformée dans une démarche vraiment participative à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise, où on a… Bien sûr, ouais. On a donc demandé à chacun des salariés, alors ça allait même un peu au-delà, en fait, il y avait aussi des freelances avec lesquels on travaille régulièrement, de nous dire quels étaient les combats qu'ils souhaitaient mener, qui leur semblaient bons de mener dans le cadre de l'activité de School Lab. Donc ça a été un appel à idées, un appel à énergie sur ces sujets-là. Et donc, on a organisé tout ça avec une plateforme digitale sur laquelle chacun postait en fait ses initiatives et ses choix. Et puis après, on a organisé tout ça de façon à ce qu'on essaie de regrouper un peu les idées pour finalement soumettre à l'ensemble des salariés, et ça, on l'avait déterminé auparavant par un process de vote in fine. Donc, c'était pas si évident que ça pour nous à accepter, en fait, parce que c'était une démarche la démarche d'impact positif qu'on portait, mes deux cofondateurs et moi, de façon forte, avec des idées préconçues aussi des combats qu'on voulait mener. Mais on s'est dit, bon, voilà, on va vraiment aller jusqu'au bout de la démarche et soumettre au vote, en fait, les combats qu'on choisirait. On s'était arbitrairement dit qu'on en choisirait 3. Voilà, et donc on a mené ça jusqu'au bout avec in fine un vote qui a été fait à l'échelle de l'entreprise, et on a abouti à 3 combats qui sont les combats qu'on a inscrits dans le cadre de notre passage en entreprise à mission, et dont on voit là aujourd'hui qui sont assez robustes. Et tu peux juste nous les dire en un mot, parce qu'effectivement, il y a des gens qui demandent c'est quoi impact positif. Alors, tu parles d'impact positif et de combat. Du coup, qu'est-ce que ces salariés? Alors, effectivement, vraiment noter le point pour une boîte entrepreneuriale avec des fondateurs que vous avez donné le pouvoir finalement aux salariés pour définir ces axes stratégiques qui sont maintenant dans vos statuts. Et alors, du coup, c'est quoi ces combats? Alors, les combats, ils sont donc au nombre de 3. Le premier, c'est un combat pour l'inclusion et la diversité dans le monde de l'innovation et de l'entrepreneuriat, parce qu'on considère que ce secteur est encore beaucoup trop univoque dans sa composition, et qu'il gagnerait énormément à la diversité. C'est le premier combat. Le second combat, c'est pour l'économie circulaire. Et le troisième combat, c'est pour le développement des territoires. Donc voilà, on a choisi ces 3 combats qui sont liés à nos pratiques et à nos activités, qui ont finalement une très grande logique par rapport à ce que l'on fait au quotidien. Super. Et du coup, le taux de participation des salariés dans cet appel à contribution sur la plateforme digitale et dans les votes a été très massif? Oui, on peut le dire. Enfin, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui n'a pas participé, in fine. Il y a eu des discussions, mais pas. Enfin, il y a eu vraiment quelque chose d'assez, je pense, positif, et un consensus in fine sur ce à quoi on aboutit. Et ça a permis aussi de regrouper en fait des énergies, des compétences sur les combats qu'on a choisis. Des équipes en fonction effectivement de leur appétence. Et juste une dernière petite question, après on va passer sur un sujet qui mobilise beaucoup de questions dans le chat, qui est celui du comité de mission. Ça vous a pris combien de temps cette démarche, Julien? Ça nous a pris 3 mois, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, par ailleurs, en fait, on a procédé vraiment de façon très pragmatique, parce qu'il n'y avait pas de mode d'emploi sur tout ça. On a par ailleurs procéder à l'écriture de la raison d'être, et ça on l'a fait délibérément à 3,
avec mes deux cofondateurs et moi. Et évidemment, ça s'inspirait de tout ça, mais aussi de nos ambitions de départ sur School Lab. Et voilà, et on a fait concorder l'écriture de la raison d'être avec le choix de ces combats qui avaient été faits de façon collective. Donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, dans pas mal de cas, il y a beaucoup de mobilisation. On entendait l'exemple d'ailleurs que partageait Valérie sur Botanique de mobilisation de collaborateurs plutôt sur les ingrédients clés de la raison d'être. Vous, au School Lab, vous avez fait quelque chose de différent. Vous avez mobilisé les salariés sur la partie plutôt engagement, ce que tu appelles les combats qui sont finalement aujourd'hui vos engagements qui viennent nourrir la mission. Et vous avez, entre guillemets, vous êtes nourri de ça et votre vision de fondateur pour écrire en chambre la raison d'être. Donc, on voit qu'il n'y a pas il n'y a pas de manière unique de faire. Chacun fait aussi en fonction de son histoire, son ADN. Effectivement, on peut engager au-delà des collaborateurs beaucoup de parties prenantes. On peut aussi faire une écriture de raison d'être très resserrée et engager plutôt sur la partie objectif, qui sont donc la deuxième partie de la mission. Pour ceux qui sont moins familiers, la mission, c'est ce socle constitué de la raison d'être assortie d'objectifs. Alors, il y a beaucoup de questions sur, effectivement, une fois qu'on a écrit ce socle qu'est la mission, comment on mobilise les collaborateurs sur la partie plutôt gouvernance. C'est un des points de Frédéric d'ailleurs. Et la gouvernance, il y a une gouvernance dédiée dans la société à mission qui est le comité de mission. Alors, je rappelle que pour les salariés, pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés, au titre de la loi, on n'est pas obligé de constituer un comité de mission. On peut juste avoir un référent de mission. Pour autant, près de 80% des sociétés à mission aujourd'hui, alors Anatolie me corrigera, c'est 77% des sociétés à mission, qui ont moins de 50 salariés, ont quand même décidé d'aller au-delà de ce que leur demande la loi et de constituer ce comité de mission dans lequel des salariés, mais pas que, d'autres parties prenantes, sont représentés. Et j'aimerais savoir comment vous, Valérie et Julien, vous avez engagé du coup vos salariés à la fois dans la constitution, dans la définition de ce comité de mission, et puis à l'intérieur du comité de mission, est-ce qu'il y a des salariés? Qui sont-ils? Valérie, peut-être si vous voulez commencer. Oui. Alors, le comité de mission, il est composé chez Botanique de représentants de salariés, hein, au nombre de 3. Ensuite, on a 6 experts, donc en animalerie, en bien-être animal, en protection de la nature et de la biodiversité, plus particulièrement, et des fournisseurs et des actionnaires. Voilà. Les 3 collaborateurs dans le comité de mission ont été choisis par le comité de direction au sein de l'équipe qui a travaillé dans les ateliers. Voilà. Donc, on n'a pas encore démarré la réunion numéro 1. On va le faire en septembre. On va faire Et comment ça s'articule par rapport à vos autres instances, Valérie? Est-ce que c'est une instance de plus par rapport à vos autres instances de gouvernance? Alors, pour nous, le comité de mission, c'est un miroir stratégique, en fait. Le comité de mission, il a pour objectif vraiment de s'adresser au comité de direction, notamment pour faire un miroir, enfin, des commentaires sur la marche de l'entreprise, sur ses priorités, sur ses engagements RSE. C'est des critiques, on attend du comité de mission des critiques bienveillantes, nous permettant de bien nous accorder sur la mise en œuvre de notre raison d'être et de nos ambitions. Donc c'est presque c'est le miroir stratégique d'un comité de direction qui est finalement plus le bras armé opérationnel. Exactement. Du comité de mission. Exactement. D'accord, c'est intéressant. Ouais. Super. Et du coup, côté School Lab, comment vous avez fait du coup est-ce que votre comité de mission est constitué? Est-ce que vous avez demandé aux salariés qui voyaient d'ailleurs? Enfin voilà, quel a été l'engagement collaborateur? Là aussi, il n'y a pas de mode d'emploi, donc on a essayé d'improviser. On a essayé de faire un comité de mission. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a impliqué aussi dans les parties prenantes notre conseil stratégique, donc nos actionnaires. Et dans la composition du comité de mission, on a aussi souhaité avoir quelques clients, donc clients, actionnaires, un peu comme le groupe Botanique dans ce comité, et on a une représentante des salariés qui est officiellement partie prenante de ce comité, et on n'a pas encore abouti en fait la façon dont on va fonctionner avec les équipes des salariés qui sont en charge des 3 combats qu'on a choisis.
Ça, c'est alors on a fixé une première date de réunion, mais là aussi, nous aussi, on est en démarrage. On a constitué notre comité de mission, on l'a nommé en conseil d'administration, mais on en est aussi au tout démarrage. Et les questions, en fait, on est plutôt là au stade du questionnement et on va expérimenter la façon de faire parce que je pense que le challenge, quand on s'est posé concrètement les questions de savoir ce qu'on allait y faire et ce qu'on allait demander au comité de mission, en fait, le comité de mission est censé ne pas contenir deux membres de la direction. Or, on est évidemment très impliqué dans ces sujets de mission. Donc, voilà, c'est ce dialogue qu'il faut qu'on mette en route entre comité de mission et conseil stratégique ou comité de direction pour que ce soit quelque chose qui soit vraiment opérant. On a envie de quelque chose qui est vraiment de l'impact pour le coup et qu'on ne soit pas dans simplement un commentaire extérieur. Et voilà, et je pense que tout le monde est volontaire pour ça, à la fois les gens qui constituent le comité de mission et nous du comité de direction. Voilà, donc le dialogue, on va essayer de le construire. Et là-dedans, les représentants des salariés sont clés. J'avoue qu'on n'a pas encore bien calé officiellement les rôles de chacun. Ce que je me dis juste, c'est que là, ce que je vois aujourd'hui, c'est que tout le monde est de bonne volonté et a envie de faire en sorte que ça fonctionne. Il y a juste le comité de mission. Nous, on l'attend en particulier sur nous challenger sur les objectifs. On a commencé à en fixer des objectifs très concrets d'impact positif. On l'attend pour nous challenger pour aller un cran au-dessus. Super. Et juste peut-être une question complémentaire pour toi, Julien, sur la démarche d'innovation. Est-ce que ça a un impact, en fait, toute cette démarche d'engagement de collaborateurs? Alors, on entend que ça a quand même déterminé vos grands choix stratégiques et ce que tu appelles vos combats. Est-ce qu'aujourd'hui, la démarche d'innovation, elle est impactée par cette démarche de société à mission? Est-ce qu'elle est... De plus en plus, en fait, nous, on en a fait vraiment notre leitmotiv, c'est-à-dire que ce qu'on souhaite faire, c'est produire de l'innovation responsable. Et on est persuadé que c'est ça qui va changer le monde. Donc, ce qu'on souhaite, c'est amener tous nos clients, de la start-up au grand groupe, à l'innovation responsable. Donc, à faire bouger les lignes, mais de manière responsable. Voilà. Et on en est aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, nous, on est lié à beaucoup de tiers, donc des clients, grandes, petites, moyennes et grandes entreprises. On se rend compte qu'il y a une grosse attente de ces clients vers des démarches d'impact positif. Et on est en train de se dire que cette démarche-là, c'est quelque chose qu'on a envie de partager avec nos clients, des démarches de mobilisation des salariés autour d'une ambition responsable. C'est quelque chose, je pense, qui est capable d'animer vraiment beaucoup d'acteurs économiques. Super. Alors, en fait, je ne suis pas déroulée, vous aurez remarqué, puisque je pose directement les questions qui sont dans le chat. Et du coup, je voudrais poser deux questions à Frédéric. Une première, parce que donc, en tant que représentante effectivement RSE au sein de la CFDT, c'est sûrement des sujets auxquels vous avez été confrontés. On a des entreprises qui ont effectivement déjà une communauté d'ambassadeurs RSE et qui se posent la question de demander à ces ambassadeurs de faire le suivi notamment de la mission et des indicateurs de la mission par rapport à des indicateurs RSE. Comment vous percevez le lien? Est-ce que ça doit être les mêmes personnes? Est-ce qu'il faut démultiplier les groupes de travail, ce qui est une complexité et une lourdeur? Et en même temps, la mission et la RSE ne sont pas exactement les mêmes sujets. Donc, est-ce que c'est des sujets auxquels vous avez déjà été confronté, Frédéric, en tout cas dans les entreprises qui sont adhérentes à la CFDT? Alors, comme ce qui a été dit précédemment, on est nous aussi en train d'avancer de construire un peu nos positionnements en marchant. On a peu de recul en termes de pratique et ça nous pose beaucoup de questions qui nous passionnent en même temps. Donc, en fait, l'idée, c'est de ne pas figer complètement les choses. Donc, on n'a pas des préconisations complètement bloquantes. On a quelques intuitions et on est en train de travailler justement à comment accompagner les salariés qui voudraient
s'impliquer dans la mission. Alors, sur votre question spécifique des ambassadeurs RSE et participation au comité de mission, croisement des indicateurs RSE et des indicateurs de suivi de la mission, je pense que c'est des champs à explorer, il y a des ponts à imaginer. C'est vrai qu'il y a un problème qui nuit souvent à l'efficacité, à la crédibilité des démarches RSE, c'est le fait de fonctionner en silo. La mission a ceci d'intéressant qu'elle ait un peu le cap partagé, l'objectif, etc., qui permettrait de casser cette approche-là. Après, moi, je trouve intéressant que des personnes qui sont déjà identifiées, qui sont déjà formées, qui sont déjà actives dans l'entreprise sur les sujets de la RSE, soit membres du comité de mission, soit en lien avec le comité de mission. Là, encore une fois, chaque entreprise a un peu ses dynamiques. En tout cas, l'idée, si on parle de la présence au comité de mission, on a l'idée d'avoir quelqu'un qui connaît à la fois bien l'entreprise, qui est connu dans l'entreprise, si possible avec une expérience de la représentation des salariés ou bien un mandat actuel, en tout cas l'habitude d'être en lien avec les salariés, de se faire l'écho des questions du travail dans l'entreprise. C'est clair que le comité de mission n'est pas nécessairement un espace revendicatif comme peuvent l'être d'autres IRP, mais on a besoin d'une dimension collective qui est importante. En fait, pour répondre clairement, on a besoin d'une personne qui ne va pas travailler seule pour remplir seule des tableaux de bord d'indicateurs. Ça, ce serait pour nous clairement passer à côté de l'exercice. Voilà. Et peut-être qu'il y a effectivement un sujet, avant même de savoir qui, sur créer de la cohérence entre finalement une mission chapeau qui va se décliner en objectifs, dont la RSE va venir alimenter certaines dimensions, puisque finalement, elle est censée quand même incarner la responsabilité sociale de l'entreprise. Je voudrais quand même vous poser la question parce que on voit tous qu'on est ici autour de la table en chemin et qu'avec pas mal de questionnements qui restent. Deux questions. D'abord, et peut-être on peut commencer Frédéric et puis Valérie et Julien, ce serait intéressant que vous éclairiez par votre propre expérience. Comment ça a changé et est-ce que ça a changé le rapport aujourd'hui? Est-ce que ce cheminement vers la société à mission, la mobilisation des collaborateurs a changé un petit peu libérer en tout cas le lien managérial, modifier le lien managérial? Est-ce que ça recrée de l'horizontalité dans l'organisation? Alors peut-être qu'il y en avait certains d'entre vous qui étaient déjà des organisations très horizontales. Et est-ce que c'est possible de le faire si on nomme et on choisit les salariés qui vont participer au cheminement de la mission et si on choisit ceux qui sont dans le comité de mission, quel est leur degré de liberté si c'est la direction qui a dit c'est toi qui vas intégrer la mission? Voilà, il y a un peu deux questions dans ma question. Est-ce que ça libère le lien managérial? Et est-ce que pour ça, la condition, c'est de laisser le volontariat ou la libre expression ou le choix par les salariés de qui va représenter la mission? Frédéric, et peut-être après Valérie, un éclairage peut-être. Ouais. Bah, je pense qu'enfin, en tout cas, à mon niveau, j'ai assez peu de recul sur des transformations managériales, etc. On est encore dans des processus un peu balbutiants, même si pour certaines, elles ont déjà plusieurs réunions du comité de mission à leur actif. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est un sujet qu'on va discuter avec nos équipes, mais sur lequel je n'ai pas encore de certitude vraiment dessinée. Sur la question des salariés membres du comité de mission, nous, on a quelques réflexions. La société à mission, c'est une innovation. Il s'agit d'aller au-delà du réglementaire. Et du coup, nous, notre point de départ, c'est pourquoi ne pas aller au-delà de ce que demande la loi. La loi dit un salarié au comité de mission, pourquoi pas deux, pourquoi pas plus. Ce salarié, qui sait, est-ce que c'est plus opportun de choisir un membre de la direction ou une personne avec un mandat de représentation? Je crois que j'ai déjà un peu évoqué ce sujet-là.
En tout cas, nous, à la CFDT, on est en train de travailler ces sujets-là. On a en fait un travail autour de différents points sur la définition de la mission, la composition du comité de mission, les moyens alloués au comité de mission et puis le suivi de la mission. Je pourrais vous en reparler dans quelques semaines parce qu'on est en cours de finalisation. En tout cas, on a cette idée que le comité de mission doit être absolument libre. Les membres externes doivent être choisis pour une certaine capacité à challenger la stratégie de l'entreprise. Et les membres internes du comité de mission, comme je l'ai dit, doivent, si ce n'est avoir un mandat de représentation, à minima être en lien avec les salariés pour pouvoir à la fois veiller au suivi de la mission, à la fois se faire l'écho de certains enjeux perçus dans l'entreprise. Et il y a besoin d'une grande liberté du comité de mission qui doit avoir les moyens d'exercer son rôle de contrôle et de suivi de la mission. Et voilà, une grande latitude Et ça va poser la question effectivement de à quel point le référent ou les référents salariés dans le comité de mission parlent pour eux ou parlent pour l'ensemble des salariés. Et ça, on voit qu'il y a des débats au niveau de la communauté, des débats qui ne sont pas encore tranchés. Peut-être Valérie, du coup, parce que c'était intéressant aussi, Frédéric a fait le pont avec ce que vous disiez tout à l'heure, le comité de mission et de liberté doit être une critique bienveillante, donc ce côté de challenge. Vous, comment ça a changé? Est-ce que ça a commencé à changer le rôle des salariés dans leur perception d'un management un peu différent? Et quel est le degré de liberté aujourd'hui des salariés? Comment ils ont été choisis? Alors, c'est trop neuf, parce qu'enfin, on est passé en qualité de société à mission en mars de cette année. Oui, mais déjà, dans la démarche de cheminement, peut-être le fait d'en avoir impliqué dans la partie construction. Voilà, dans la partie construction. Enfin, nous, on a déjà, comme je vous le disais précédemment, une culture collective. C'est-à-dire qu'on a un lab RH ouvert depuis maintenant 6 ans et totalement anonyme, qui permet à chaque collaborateur de s'exprimer sur un tas de sujets. Et ce lab RH s'ouvre sur le lab RSE. Donc, à partir de la rentrée prochaine. Ce qui fait que chaque collaborateur pourra s'exprimer sur des sujets qui lui sont chers. Et en fait, pour vous dire, on a sur 2400 collaborateurs, par exemple, on fait des campagnes pour relancer l'expression de chacun. Sur la dernière campagne qui s'est ouverte au mois de mars, on a eu 300 idées sur 2400 collaborateurs, donc c'est tout de même très intéressant. Donc, ce lab RH qui va évoluer vers un lab RSE aussi va permettre de nourrir le comité de mission aussi. Donc, l'intérêt, il est là aussi. C'est qu'en fait, on va faire des synthèses des sujets proposés par les collaborateurs pour pouvoir lancer le débat au sein du comité de mission. Donc, c'est vraiment en fait une opportunité finalement, ce passage société à mission, de mobiliser différemment les collaborateurs sur les engagements d'entreprise. Je précise aussi que dans le comité de mission, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y a le responsable RSE qui est aussi, lui, élu, en fait. Donc, il y a aussi un représentant au CSE. D'accord, donc il est triple casquette. Super. Julien, est-ce que tu observes, toi, des modifications, sachant que connaissant un petit peu le School Lab, il y a déjà probablement, et ça répond à une des questions, une organisation assez collaborative, là aussi, au School Lab, et assez décentralisée. Est-ce que ça a facilité? Est-ce que ça a accentué? Est-ce qu'au contraire, c'est un peu trop foisonnant Alors, effectivement, on est relativement horizontaux en fait, dans notre organisation. Là encore, on est en train d'expérimenter, de démarrer la démarche, donc je n'ai pas encore beaucoup de recul dessus. Ce que je vois déjà, c'est que le comité de mission, comme je disais tout à l'heure, en fait, nous, on attend en fait qu'il nous challenge sur les objectifs. Et ce que je me dis vraiment qui va nous être très utile, c'est que ces objectifs, on en fasse des objectifs vraiment cœur business en fait et pas périphériques de ce que l'on doit faire. Donc, on a engagé en fait en parallèle de cette démarche, une démarche alors que peut-être certains d'entre vous connaissent, s'appelle une démarche d'OKR, c'est-à-dire de fixation d'objectifs et de résultats mesurés.
et qu'on a enclenché à l'échelle de l'entreprise. Et dans cette démarche de fixation d'objectifs et de mesure, donc qui est une démarche à l'échelle de l'entreprise et qui est déclinée dans toutes les équipes et à l'échelle même individuelle, on a mis des objectifs d'impact positif qui sont donc en lien avec la raison d'être, on les a mis au même niveau que le reste. Donc voilà, je me dis, il faut qu'on arrive à faire en sorte que on aligne réellement nos objectifs fondamentaux avec ces objectifs de raison d'être. Je manque encore un peu de recul sur le fait que ça fonctionne, mais le démarrage, je le trouve vraiment, vraiment positif. Et ça permet en fait d'impliquer l'intégralité des salariés, parce que chacun, dans son objectif et dans les résultats qui sont mesurés, a cette dimension-là qui en fait partie. Donc la performance, si je résume, la performance individuelle doit devenir une forme de performance durable en lien du coup avec ces objectifs stratégiques de l'entreprise, mais aussi les combats et les engagements que vous avez pris dans le cadre de la société à mission. Voilà, on a décliné en fait nos combats sous forme d'objectifs stratégiques, effectivement. Et du coup, chacun se doit d'y participer. Ça fait partie des objectifs de la boîte en général, mais aussi de chacune des équipes. Super. Alors, je pense que ce qui peut être utile aussi pour les participants aujourd'hui, c'est de savoir s'il y avait une chose que vous avez vraiment super bien fait dans cette phase amont de mobilisation des collaborateurs, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore en chemin, qui n'ont pas encore défini leur raison d'être et leur mission, etc. Donc, qu'est-ce que vous diriez? On peut commencer peut-être par toi, Julien, une chose que vous avez vraiment super bien fait, qui a vraiment bien marché et qui serait une bonne pratique à partager. Et inversement, s'il y a quelque chose que vous avez peut-être fait cet Oscar, si c'était à refaire, je le ferais différemment. Tiens, là, on s'est un peu loupé pour éviter à d'autres cet écueil. Est-ce que tu pourrais nous partager ça? Dans les choses qui ont bien fonctionné, j'ai deux choses, pas une. C'est le Bravo. fait que de bonnes pratiques. La confiance, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a de porter ses fruits. Donc, le fait de vraiment confiance au collectif, on n'a pas été déçus. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Et la deuxième chose que j'ai pas citée qui était importante, c'est qu'on avait nommé un responsable impact positif en amont et qui a quand même bien aiguillonné. Et c'était du temps, en fait, qu'on a alloué à ça avec une personne dédiée. Donc, ça, c'était vraiment très utile pour nous aider. Et puis, dans les choses qui ont un peu moins fonctionné, dont il faut se méfier, je pense, c'est la composition et la mise en route du comité de mission. Ça nécessite un peu de formalisme. Il faut nommer un comité de mission. Tout n'est pas écrit d'avance. Donc, il y a un petit temps de latence, en fait, qui nous a un peu freiné. Donc, je pense voilà, peut-être l'anticiper un peu plus. Pardon? Il faut peut-être l'anticiper un peu plus pour ne pas que le soufflet retombe. D'accord. Et juste avant que Valérie puisse nous partager aussi ça ou ses bonnes pratiques et ses écueils à éviter, peut-être juste dire, parce que c'est intéressant, effectivement, l'investissement en temps d'une personne dédiée, c'est souvent une question qui revient et ça peut être un vrai plus. Et puis, quand tu disais la confiance, pour ceux qui sont arrivés un peu en cours de route, la confiance, vous ne l'avez pas décrétée, vous l'avez vraiment mis en œuvre par le fait de laisser les collaborateurs proposer leurs idées et les choisir. Donc, ce n'est pas juste de dire on vous fait confiance et puis en fait, en même temps, c'est vraiment, elle a été incarnée dans le processus, cette confiance. Et donc, ça, effectivement, c'est intéressant. Valérie, du coup, peut-être une ou deux bonnes pratiques et puis peut-être un écueil ou quelque chose que vous aurez fait différemment. Alors, la bonne pratique que j'ai retenue, c'est de se faire accompagner par un consultant neutre qui vient nous challenger. Parce qu'en fait, le groupe botanique, c'est donc la marque botanique, c'est aussi une autre marque qui s'appelle Médor et compagnie. C'est aussi donc une plateforme de commerce de gros de plantes avec des métiers très différents, des façons de faire très différentes. Donc, en fait, ce consultant est venu nous challenger pour nous ramener sur le collectif et ensemble s'aligner autour de la quête. Et donc, ça n'a pas été un chemin si facile que ça. Bon, il y a eu des frottements, mais des frottements nécessaires pour s'aligner ensemble sur la quête que nous avons écrite ensemble. Je peux vous dire qu'en fait, lors de la restitution au comité de direction en fin d'année de tous les ateliers,
en fait, on était complètement alignés sur le résultat et sur l'écriture de la raison d'être qui a été faite par le travail des ateliers et les ambitions. En fait, on a eu très peu de choses à rajouter. Et donc, en fait. on voit que finalement, l'investissement de temps, il peut se matérialiser par quelqu'un en interne quand on est peut-être une structure un peu plus petite comme Law School Lab et avec ses 2500, 2400 salariés, effectivement, Botanique s'est fait accompagner en externe. Il y a une question qui est de dire comment vous l'avez choisi, ce consultant, est-ce que c'était quelqu'un avec qui vous aviez l'habitude de travailler? Non, pas du tout. Pas du tout, tout à fait par hasard. D'accord, donc le hasard fait bien les choses. Et dans les choses que vous auriez fait différemment, on a évoqué, c'était peut-être le point de dire on aurait peut-être laissé plus de place dans le processus amont au volontariat. On avait évoqué ça. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être qu'avec plus de temps, j'aurais laissé beaucoup plus de place au volontariat. D'accord. Est-ce que, Frédéric, il y a des pratiques, vous avez observé qui seraient des pratiques à encourager, que vous ne nous auriez pas encore partagées? Une bonne pratique, s'il fallait en retenir une, parce qu'on s'est dit en beaucoup fait, de choses. nous, on est un peu dans un rôle d'essayer de préconiser, un peu d'aller au-delà de ce que demande la loi. Donc, ce n'est pas forcément des pratiques qu'on observe, mais c'est des pratiques qu'on souhaite. C'est pas grave, là, on est dans l'ambition. Voilà, sur l'articulation, en fait, des espaces de gouvernance. C'est-à-dire, le comité de mission, c'est un nouvel organe de gouvernance. Comment il discute, comment il interagit avec les organes plus classiques de l'entreprise, que sont les CSE, que sont les conseils d'administration. Est-ce que le comité de mission, c'est le comité du long terme, le conseil d'administration du moyen terme, comme certains le disent, et puis le CSE, le comité du court terme? Est-ce que c'est ça la répartition? En tout cas, il y a besoin de penser ces interactions pour qu'il n'y ait pas ce que je vous disais tout à l'heure, mais qu'il y a un vrai écueil dans l'entreprise, une juxtaposition, un fonctionnement en silo sans interaction. Donc ça, c'est quelque chose de, voilà, imaginer comment, en fait, le comité de mission rend compte au CSE et comment le comité de mission prend en compte les avis du CSE, comment s'articule le travail du comité de mission avec le conseil d'administration quand il y en a un. Est-ce qu'il faut un administrateur membre du comité de mission et membre du CA pour faire le pont? C'est des pistes qu'on est en train d'explorer et voilà, comme je vous disais, on est en train de travailler un certain nombre, une quinzaine de recommandations sur ces sujets-là. Et du coup, voilà, c'est des choses qu'on est en train de valider, de réfléchir en interne, de mettre un peu à l'épreuve des faits. Et je serais ravie de vous présenter ces pistes en temps voulu dans quelques semaines. Effectivement, on entend dans ce que vous dites, Frédéric, et dans ce qui a été partagé par Valérie et Julien, qu'il y a un vrai sujet de partage, d'échange. Il y a des questions qui est de dire, est-ce que vous échangez avec d'autres sociétés à mission? Est-ce que vous êtes allé voir des pairs pour savoir comment faire? Est-ce que la communauté a cette vocation très clairement de créer un échange de discussion, un lieu de discussion et de partage? Est-ce que Julien ou Valérie, vous êtes allés vous inspirer ailleurs ou vous avez plutôt construit votre chemin seul? Valérie, peut-être non, je me suis jetée dans le bain, comme ça. Vous étiez on est dans les pionniers, donc il faut. Voilà, donc on a essayé de faire preuve de bon sens et comme on travaille depuis longtemps en collectif, en fait, de reprendre nos méthodes, en fait, améliorées, bien sûr. Mais bon, ça a fonctionné. Mais encore une fois, on avait un temps très, très court pour que l'Assemblée générale puisse, en temps utile, se prononcer sur ce travail, quoi. Et Julien? Effectivement, nous, on s'est aussi un peu jeté dans le bain parce qu'on était sur des démarches assez nouvelles. Donc, de la même façon, c'est vrai que le rythme statutaire des assemblées générales et conseils d'administration, il est très, enfin, voilà, il rythme, c'est très bien parce que ça permet d'accélérer. Et en termes d'aide, la communauté des entreprises à mission, la communauté des entreprises à mission, c'est, je trouve, un endroit où on peut commencer à échanger. Nous, on est membre depuis pas très longtemps, mais on voit qu'il y a cette instance-là et ce webinaire, c'en est un.
un lieu d'échange et on commence à entrevoir ça. Donc, ça, c'est vraiment très chouette. Et puis, là, ce qu'on se dit aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que en fait, cette démarche, elle est vraiment elle est très enthousiasmante. Nous, on la vit de façon très positive là, en cette période un peu compliquée. Elle nous est très bénéfique, je trouve, pour les salariés. Comme pour l'entreprise de façon générale. J'entendais, on faisait une petite conférence sur l'agilité en fin de semaine dernière, et puis il y a un type là qui nous partageait un concept que je trouvais vraiment très marrant. En complément de la raison d'être, c'est la raison d'en être, en fait, la raison d'en être dans l'entreprise. Je trouve que ça se combine très bien. En fait, c'est le projet collectif que peut représenter une entreprise à mission, c'est vraiment très fort et très solide. Voilà. Et donc, et juste pour finir sur la question de savoir si on faisait tout seul, oui, on l'a fait un peu tout seul. Et maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est de le faire avec d'autres, en fait. C'est d'aider d'autres à le faire. Et puis, parce qu'on voit, alors ça va me permettre aussi d'apporter un mini éclairage sur quelque chose. On voit dans le propos que partageait Frédéric, dans ce que préconise la CFDT, qu'il y a effectivement une complexité quand même à bien articuler les différentes instances. Que le comité de mission, toi-même, tu dis, ah, ça nous a créé un petit temps de latence. Donc, effectivement, partager en amont pour anticiper cette gouvernance de la mission qui est un élément clé parce que, en fait, c'est sans indicateur, sans suivi et sans gouvernance, le chemin, en fait, devenir société à mission, c'est que le début d'un chemin. Et c'est avec ces indicateurs et sa gouvernance associée qu'on va poursuivre ce chemin vers cette ambition de contribution sociétale au cœur de la stratégie. Donc, je pense qu'effectivement, bien anticiper sur le comité de mission, ça peut être un bon point de vigilance à avoir pour articuler les instances de gouvernance ensemble. Et sur la partie conseil, effectivement, il peut y avoir 2 conseils de pairs dans un lieu comme la communauté ou ailleurs, mais il peut y avoir aussi les conseils, comme vous l'avez fait appel, Valérie, à un conseil externe, important selon nous au titre de la communauté, que ce soit des conseils qui eux-mêmes soient société à mission ou en chemin pour devenir société à mission, pour qu'ils soient légitimes à vous accompagner et qu'ils aient, parce qu'il y a aussi une espèce d'effervescence de conseils sur le sujet, puisqu'il y a une brèche et un marché qui se crée. Donc, on a aussi vigilance, Anatolie me l'a rappelé dans le chat. Donc voilà. Peut-être en 1 minute ou 2, Valérie, qu'est-ce que ça a changé de facto, tout ça pour Botanique, de devenir société à mission? Ça nous a permis de gravir une marche supplémentaire. Depuis 2008, dans cet accès à plus de naturalité. Dans le cadre de la protection de l'environnement et du progrès social. Donc, on a posé 4 ambitions que vous avez présentées tout à l'heure. Et donc, ça nous a permis effectivement d'actionner la seconde vitesse, quoi, quelque part, d'être encore plus ambitieux, en fait. Et notre raison d'être qui s'intitule « Ensemble, retrouver le chemin de la nature », le mot « ensemble » a toute sa, comment dire, sa densité dans le groupe, c'est « ensemble ». Retrouver le chemin de la nature. Et dans le mot ensemble, il y a une grande notion de qualité de la relation positive et constructive sur laquelle je travaille depuis longtemps et qu'il va falloir ancrer encore plus durablement. Ça, c'est tout un... Là, c'est un grand chemin. Rien que le mot ensemble... c'est déjà, il dit déjà beaucoup. Super. Je pense qu'on arrive du coup à la fin... du webinaire. Je voudrais vous remercier les uns et les autres. À la fois, donc Frédéric, on sera très intéressé d'avoir du coup les conclusions du travail qui est mené par la CFDT parce qu'effectivement, je pense que tout l'objectif, c'est de construire collectivement des projets d'entreprise qui vont au-delà de ce que la loi nous livre. Et on voit d'ailleurs que vous êtes plus ambitieux que ce que la loi vous propose, puisque vous en faites des démarches effectivement participatives et engageantes pour vos collaborateurs. Donc voilà, Frédéric, on attend à la SEM de pouvoir avoir toute cette matière. Je vous invite, merci à tous d'avoir participé. Et puis, je vous invite à contacter Anatolie si vous voulez plus d'informations. Il y a tout un tas de thématiques qui sont abordées. Là, on a fait un focus sur l'engagement collaborateur. Il y a plein de groupes de travail, il y a plein de choses qui se passent à la communauté pour faire progresser la connaissance, le partage entre des entreprises qui, comme vous l'avez compris, sont toutes dans des démarches d'innovation et de cheminement et tout ça est assez nouveau. Merci Julien, merci Valérie, merci Frédéric. Merci Anatolie. Merci Laurence. Bonne journée. Merci à tous. Beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous.